Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, après celui de la grande distribution, la consommation a entamé un nouveau tournant, celui des plateformes numériques. L'hégémonie de ces places de marché virtuelles est-elle désormais inéluctable? Cette question, il la pose dans un livre-essai qui paraît aujourd'hui dans la collection Le Débat chez Gallimard. L'économiste Philippe Moati, notre invité, professeur à l'Université de Paris, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, publie La plateformisation de la consommation, avec un sous-titre qui interroge le rôle du mastodonte Amazon, un coup de projecteur donc sur la figure emblématique d'Amazon et son ascension fulgurante. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. On devrait peut-être commencer par un droit de suite, puisque l'un de vos précédents ouvrages s'intitulait L'avenir de la grande distribution. Est-ce que vous auriez pu prédire, est-ce que vous aviez prédit à l'époque, au moment de la rédaction de cet ouvrage-là, cet avenir aussi bousculé de la grande distribution aujourd'hui par l'arrivée des plateformes ? Je vais vous dire oui, mais pas pour les mêmes raisons. En réalité, cet ouvrage avait été publié en 2001, donc écrit à la fin des années 90. Et à cette époque-là, le e-commerce était à peine émergent et le modèle de la place de marché dont on va discuter n'existait pas encore. Mais la grande distribution était déjà dans la tourmente. On commençait à percevoir des signes d'essoufflement du modèle, parce que c'est un modèle qui est né quand même dans le contexte des Trente Glorieuses, une société très particulière, une configuration du capitalisme très spécifique. Et déjà, ce secteur commençait à souffrir d'un décalage entre ce qu'il était resté et ce qui était devenu son environnement. Alors il est clair que la percée du e-commerce et au sein du e-commerce du modèle de la place de marché est un facteur aggravant. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la grande distribution est sommée de se réinventer. Qu'est-ce qui a mis la grande distribution dans la tourmente? Est-ce qu'elle a commencé par payer un peu la facture de ses abus, la pression sur les fournisseurs, la bataille des prix aussi? Et est-ce que ce sont aussi ces forces-là qui se sont transformées en faiblesse pour la grande distribution? Pas réellement, ou alors indirectement, quelque part en l'anesthésiant, en l'enfermant dans la conviction qu'elle avait le bon modèle, parce qu'elle était, grâce à ce modèle, en mesure d'offrir des prix bas, ce qui est toujours un invariant dans la demande des consommateurs. Mais ce que n'avait pas vu la grande distribution, c'est que la société était en train de changer. Objectivement, elle avait tendance à se démassifier. La grande distribution, c'est vraiment un concept de distribution de masse qui a trouvé sa légitimité en faisant l'interface entre la production de masse et la consommation de masse. Mais la société a changé, elle s'est démoyennisée, les consommateurs sont devenus de plus en plus différents les uns des autres, et donc se sont de moins en moins satisfaits d'un modèle de consommation qui traite tout le monde à peu près de la même manière. Et à ça, c'est rajouté sur un plan plus imaginaire, plus symbolique, le fait que cette grande distribution qui a incarné la modernité, l'abondance, le rêve de l'abondance, pour tous, finalement, progressivement, cette image s'est retournée. Et aujourd'hui, ça fait progressivement, elle incarne plutôt la déshumanisation du commerce, la surconsommation, les besoins artificiels, le dépérissement du petit commerce, l'effondrement des centres-villes. Enfin bref, on l'accuse de tous les maux. Et les imaginaires se sont plutôt déplacés vers ce qui est petit, authentique, ancré, etc. Donc double problème, si vous voulez, à la fois un problème, j'ai envie de dire, marketing. On n'est plus en phase avec une demande qui est beaucoup plus fragmentée que dans le passé, et puis un problème lié aux imaginaires évoqués par cette forme de distribution qui est aujourd'hui quasiment en porte-à-faux avec ce à quoi aspire un grand nombre de consommateurs, en particulier avec la prise de conscience des enjeux environnementaux. On l'accuse de tout, y compris d'avoir dénaturé le paysage, à l'image de ce changement de système auquel elle a contribué, ce passage d'un système de production à un modèle de la consommation. Il y a eu ce tournant donc des années 80, celui de la grande distribution. Et pour les auteurs de La France sous nos yeux, paru à la rentrée dernière, il y a bel et bien eu une grande métamorphose subie par la France depuis ce moment-là. On écoute Jérôme Fourquet. Sur le plan économique, on est clairement sur une économie française qui aujourd'hui a comme principal moteur la consommation et non plus la production, avec ce qu'on a appelé des traductions sociologiques, des nouvelles classes populaires qui sont, on l'a appelé orientées clients, c'est-à-dire au service du client. Et l'entrepôt Amazon, comme le camion ou la camionnette de livraison, ça a pour but de livrer le plus rapidement possible à des consommateurs de plus en plus exigeants qui notent la prestation, leur livrer des marchandises. C'est une société qui est centrée autour de la consommation, du client. Et tout ça génère à la fois des paysages nouveaux. Quand vous vous promenez en France, vous voyez sur les bords des autoroutes tous ces énormes
entrepôts qui sont tous sur des nœuds autoroutiers qui ont redessiné la carte de France. Ils redessinent aussi notre sociologie. Vous voyez que typiquement, la crise des Gilets jaunes, c'est la révolte de cette France, cette nouvelle France populaire qui travaille à l'ombre des grandes métropoles et dans ce qu'on a appelé la France backstage en bon français, c'est-à-dire la France des coulisses. Pour que cette grande machinerie puisse fonctionner, il faut qu'il y ait tout un protocole qui se soit mis en place et qui a transformé profondément notre société et nos paysages. Voilà le sondeur Jérôme Fourquet, co-auteur avec le journaliste Laurent Casselli de La France sous nos yeux, paru à la rentrée dernière. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Philippe Moati? Comment ne pas être d'accord? Bien évidemment. J'irais même un peu plus loin. Le propos portait sur le tissu économique, en fait. Désindustrialisation, développement des activités de services, et notamment de services aux particuliers, et dans ses aspects matériels, avec les entrepôts. Mais au-delà de ça, nous sommes rentrés dans une société d'hyperconsommation. Ça veut dire que la consommation, c'est pas seulement des activités économiques, c'est devenu pour beaucoup d'entre nous quasiment l'alpha et l'oméga de l'existence. À mesure que les grands récits ont perdu de l'influence, eh bien, chacun essaie de trouver du sens à sa vie dans son petit périmètre. Et la pression des acteurs de l'offre par un marketing de plus en plus sophistiqué a fait que, pour beaucoup, on a pensé que finalement notre bien-être, notre bonheur se trouverait dans la consommation. Ça a vraiment boosté tout ce qui est relatif à la consommation, à la fois du côté des industriels et des distributeurs, qui déploient une énergie croissante pour nous convaincre de rester dans ce paradigme. Et on voit qu'aujourd'hui, le rideau est en train de se déchirer, qu'il y a une vraie remise en cause de cette idée générale selon laquelle le bonheur passerait par la consommation. Et la crise sanitaire, d'ailleurs, a été très salutaire de ce point de vue-là. On s'en rend compte à différents niveaux, notamment par la pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs d'activité, que la crise a été l'occasion de remettre un peu en cause les hiérarchies des priorités dans la vie. Nous avons déconsommé massivement durant la période du premier confinement. On s'en est pas porté plus mal. Et au contraire, on voit aujourd'hui qu'une quantité d'épargne considérable qui s'est accumulée sur les comptes en banque, mais qu'on peine à voir retourner dans les magasins, comme si pour un certain nombre d'entre nous, cette crise avait été l'occasion de prendre un peu de recul sur la place que prend la consommation. Ce qui n'empêche pas des acteurs comme Amazon de continuer de cartonner. Voilà, alors d'un côté, on a déconsommé pendant cette crise sanitaire. On a recommencé aussi à produire plus, ou en tout cas, cette tentation est arrivée ici. On verra si cette tendance-là s'accentue, c'est-à-dire de rapatrier aussi une partie des productions en France. On l'a vu quand il y a eu pénurie de masques, quand il y a eu pénurie de gel hydroalcoolique, quand il y a eu crainte de pénurie aussi de biens de consommation de première nécessité, cette question de la production s'est reposée. Alors voilà, il y a eu cette crise sanitaire et évidemment la question qu'on a envie de vous poser, la première, c'est est-ce que ces plateformes numériques, on a tendance à le croire, sont vraiment les premières gagnantes aussi de cette pandémie en termes de consommation? Incontestablement. Et pour une raison très simple, c'est que pendant au moins le premier confinement, l'essentiel des commerces ayant été fermés, la seule manière d'arriver à consommer et de satisfaire ses besoins, je ne parle même pas d'hyper-consommer, mais satisfaire ses besoins, était d'acheter en ligne. Donc effectivement, le e-commerce a fait un bond spectaculaire pendant l'année 2020. On dit en gros qu'il a fait en un an ce qu'il aurait dû faire en 3 ans. Et ça, c'est un aspect de la consommation qui passe par les plateformes, c'est-à-dire l'acquisition de biens par l'intermédiaire du e-commerce. Mais à côté de ça, toutes les autres formes de satisfaction des besoins qui passent par le numérique ont été boostés par la crise sanitaire. Pensez au divertissement vidéo. Les sites de streaming ont cartonné, littéralement cartonné. Tous les services de mise en relation, les réseaux sociaux, les services de visioconférence ont explosé. Ce qu'on a vu dans nos enquêtes à l'Obsoco, c'est bien sûr cette intensification de l'usage des plateformes numériques. L'Obsoco, je rappelle que c'est l'Observatoire Société et Consommation que vous avez cofondé. Merci. Obsoco. Effectivement. Donc nous avons vu que, évidemment, la population s'était ruée sur ces dispositifs numériques qui ont aidé à continuer à vivre dans le contexte du confinement, et que les seniors avaient rattrapé une partie de leur retard en la matière, y compris en matière de jeux en ligne. Donc c'est dire que la crise sanitaire a été l'opportunité pour les plateformes de s'immiscer encore davantage dans nos modes de vie, pour le meilleur et pour le pire. Elle s'y est ruée. Est-ce qu'elle s'y rue encore? C'est-à-dire, ce qu'elle a trouvé à ce moment-là en n'ayant pas le choix? Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur ou les consommateurs sont toujours satisfaits par cette offre-là et y ont trouvé bien des avantages, finalement, qui perdurent?
Durant cet épisode extraordinaire de la crise sanitaire, nos manières de consommer ont été complètement chamboulées par un jeu de contraintes inédit. Donc il ne faut pas s'étonner que lorsque le jeu de contraintes revient à la normale, que progressivement nos comportements aussi reviennent à la normale. Donc c'est bien ce qu'on observe, notamment un retour au magasin, évidemment, maintenant qu'ils sont ouverts. Mais pas totalement, par exemple, un retour au cinéma non plus, puisque vous évoquiez les plateformes de streaming. C'est exactement ce que je voulais dire. Le balancier, évidemment, revient vers sa position d'origine, mais on a vraiment le sentiment qu'il ne va pas atteindre la position d'origine, il va s'arrêter en route, parce qu'effectivement, pendant cette période qui a duré un certain temps, malgré tout, nous avons eu l'opportunité et l'occasion d'expérimenter d'autres formes de consommation qui, pour certaines d'entre elles, vont s'ancrer dans nos habitudes. Juste, on évoquait à propos de la grande distribution avec Jérôme Fourquet tout à l'heure, la métamorphose, cette métamorphose visible à l'œil nu. Est-ce qu'il en va de même avec cette nouvelle révolution qui est en train de se jouer aujourd'hui, celle des plateformes numériques? Est-ce que vous voyez déjà la marque de cette révolution sur le paysage? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une révolution tout à fait silencieuse et invisible? Non, c'est plutôt invisible, parce que les plateformes sont des intermédiaires en réalité. Leur vocation est de mettre en relation une offre et une demande, de mettre en relation des gens qui ont des choses à faire ensemble. Donc ce rôle d'intermédiaire est a priori profondément immatériel. Alors c'est un petit peu différent pour ce qui est du e-commerce, puisque il y a malgré tout des transactions sur des flux physiques qui se font, donc il faut les gérer ces flux physiques. Et Amazon notamment est le champion de la logistique de ces flux physiques, et là il y a une inscription territoriale manifeste, ces entrepôts géants qu'Amazon d'ailleurs a de plus en plus de mal à implanter parce que désormais tout projet d'implantation d'un nouvel entrepôt sur le territoire national fait l'objet d'une résistance de la part d'une partie des habitants. Au cœur de ce système, il y a donc Internet. Comment vous décririez ce modèle, celui des plateformes, celui des places de marché virtuelles? Alors les places de marché sont une catégorie de plateformes. Une plateforme numérique. Mais en fait, ça existe également dans le monde physique, on en reparlera peut-être. Une plateforme numérique, sa vocation, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est de mettre en relation des acteurs qui ont des choses à faire ensemble. Donc au sein de cette catégorie, vous avez par exemple le covoiturage, vous avez des conducteurs et des passagers, vous avez les agences de rencontres, enfin les sites de rencontres qui mettent en rapport des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Vous avez le Bon Coin, les sites de vente ou d'achat de produits d'occasion qui mettent face à face les acheteurs et les vendeurs. Et vous avez les places de marché. Et c'est ce modèle, moi, qui m'intéresse en particulier. D'ailleurs, c'est un modèle relativement récent. On prête son invention au japonais Rakuten dans les années 90. Mais en fait, c'est resté très longtemps très confidentiel. C'est Amazon qui est le champion de ce modèle. Il l'introduit aux États-Unis en 2000, en France en 2003. Et donc, Amazon était initialement un distributeur, c'est-à-dire qu'en ligne, certes, mais un distributeur. C'est-à-dire qu'il achetait des marchandises à des fournisseurs pour les revendre à des clients. Donc, à peu près la même chose que ce que ferait une enseigne de la grande distribution, sauf que ce n'est pas dans un magasin, c'est sur un site de vente en ligne. Le coup de génie de la place de marché, c'est de se dire, à côté de mon activité de commerçant, j'achète pour revendre, eh bien, je vais permettre à des marchands de s'implanter sur mon site et de s'adresser à mes clients. Ce qui a donné cette chose un peu surréaliste, et je reconnais que moi-même, quand je l'ai vu, j'en ai été étonné de voir que Amazon pouvait accueillir sur son site des marchands vendant les mêmes produits que lui et quelquefois moins cher. Donc on se gratte la tête, on se dit qu'est-ce que c'est que ce commerçant qui fait rentrer les concurrents dans la boutique, si vous voulez. Donc, dans un premier temps, on n'a pas pris de ça très au sérieux et on a eu tort, parce que c'est un modèle extrêmement puissant. C'est ça qui a permis à Amazon, pour l'Occident, mais on pourrait parler d'Alibaba en Chine, de devenir une entreprise géante avec une croissance exceptionnelle. Donc le coup de génie, c'est de ne pas acheter la marchandise, tout simplement. Il n'y a pas de stock, du coup. Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de stock. Alors, dans le modèle pur, il n'y a pas de stock. On verra que finalement, il y en a quand même. Il y en a quand même. Mais l'idée, c'est de se dire, je ne prends aucun risque commercial. Donc, du coup, je peux vendre tout et n'importe quoi. Un produit qui ne se vend pas, si je l'ai acheté, c'est de la trésorerie qui est bloquée. Un invendu qu'il faudra à un moment liquider, c'est une catastrophe. Si je me contente de mettre face à face un vendeur avec des consommateurs, si le produit du vendeur ne se vend pas, tant pis pour lui, mais moi je n'y perds rien. En fait, je me rémunère uniquement sur la transaction. C'est-à-dire que s'il arrive à vendre, je gagne, tant mieux. S'il n'a pas vendu, je ne gagne pas, tant pis, mais je n'ai pas investi d'argent, je ne perds rien. Et donc du coup, pas de risque commercial, donc pas d'engagement en capitaux. Je n'ai pas besoin de bloquer un fonds de roulement pour acquérir des marchandises qui vont se vendre
ou pas. Donc, capacité de déploiement extraordinairement rapide et constitution d'une offre à la fois profonde, beaucoup de références sur une même catégorie de produits, et étendue, c'est-à-dire qu'on peut traiter un nombre très important de catégories de produits. Pour vous donner un chiffre qui frappe l'imagination, Amazon vend 250 millions de références. Ça, 250 millions de références, c'est-à-dire qu'en gros, si vous cherchez un cercueil à 2 places, il y a des chances que vous puissiez le trouver. Bon, voilà. Un grand hypermarché, c'est 80 000 références. Donc, autant dire que c'est pas imaginable d'offrir autant de références, autant de produits avec un modèle de distributeur classique. Seul le modèle de place de marché permet de le faire. Donc ça, c'est l'avantage pour le client qui va pouvoir trouver à peu près tout ce qu'il veut. Et pour le marchand ? C'est de pouvoir, comme justement l'abondance de l'offre attire les clients, qui trouvent ça très attractif, les marchands ont très envie de se mettre sur la place de marché d'Amazon pour pouvoir s'adresser à un nombre aussi important de clients. Et là, vous avez le premier cercle vertueux, on appelle ça des effets réseau dans le jargon de l'économie des plateformes, où effectivement, plus il y a de vendeurs, plus il y a de clients, et plus il y a de clients, plus il y a de vendeurs. Et donc, vous avez une dynamique cumulative qui s'opère et qui fait qu'effectivement, la place de marché va monter en puissance. Et ce n'est pas le seul mécanisme cumulatif qui est à la base du modèle. Il y en a beaucoup d'autres. Pensez simplement, par exemple, aux avis de consommateurs. Pour se retrouver dans cette abondance de produits, il faut des boussoles. Et les boussoles, ça va être les algorithmes de recommandation et ça va être les retours d'expérience des gens qui ont acheté avant vous. Si vous êtes une toute petite place de marché, les algorithmes ne sont pas suffisamment nourris de données, donc ils ne sont pas très performants. Et puis les avis de consommateurs sur les produits qui vous intéressent vont être très peu nombreux. Par contre, plus la plateforme grossit, plus l'algorithme sera performant et plus les avis de consommateurs seront riches, y compris sur des produits de niche. Et donc, vous trouvez pour les consommateurs une occasion supplémentaire, une raison supplémentaire de fréquenter la plateforme. Et ces nouveaux venus augmentent encore le volume de la plateforme et renforcent ces phénomènes cumulatifs. Donc, c'est une machine infernale, si j'ose dire, la place de marché. Une fois que la machine est lancée, la croissance s'auto-entretient par le jeu de ces mécanismes cumulatifs. Et au détriment, évidemment, des suiveurs, ceux qui n'auraient pas compris suffisamment tôt l'intérêt du modèle, qui auraient pris du retard et qui risquent de se trouver distancés de manière cumulative, parce qu'eux restent scotchés à bas régime, alors que la plateforme qui a engagé ce processus bénéficie de ces effets de réseau pour entretenir en permanence sa croissance. Alors, il est là, le péril. Amazon a fait 30% de croissance. Ouais, et le péril, il est là. C'est cette position hégémonique. Parce qu'a priori, de ce que vous racontez, si tout le monde est content, le client, le marchand, la plateforme, il n'y a pas de problème. Mais vous avez raison de le souligner. Est-ce que c'est un problème en soi tant qu'on y trouve son compte et effectivement, quand on observe d'ailleurs la plupart des secteurs qui ont été plateformisés, on constate qu'ils sont souvent très concentrés. Il y a un leader ou un tout petit nombre de leaders et tous les autres ont disparu. On pourrait citer dans le covoiturage, en dehors de Blablacar, il n'y a plus grand monde. Sur le marché de l'occasion, à part Le Bon Coin, il n'y a plus grand monde. Même eBay a beaucoup reculé. Sur, dans le streaming, on voit bien qu'il y a une toute petite poignée d'acteurs qui dominent le marché. Donc ça, c'est ce jeu des effets réseau mène naturellement à la concentration. Mais ce n'est pas en soi une mauvaise chose si effectivement ça permet de nourrir une offre qui est de plus en plus performante, associée à des services qui sont de plus en plus prisés par les consommateurs, et si ça permet à des marchands de trouver des débouchés facilement. Ça devient problématique lorsque l'acteur en question, qui occupe une position dominante, prend conscience de sa position dominante et de la captivité des acteurs qui se trouvent des deux côtés de son marché et désire exploiter sa position dominante. Et là, on se rend compte que cette captivité fait qu'on devient des victimes d'un acteur qui est devenu hyper puissant. Oui, et ça devient préoccupant quand l'acteur en question, et notamment Amazon, ne paye pas d'impôts. Le poids économique de ces gros mastodontes, de ces plateformes numériques, on y revient avec donc le cas d'Amazon et les mots du journaliste au New Yorker Alex McGillis, auteur de Le système Amazon, une histoire de notre futur. On le recevait l'an dernier autour de cette grande table. Dès le début, Amazon, le succès d'Amazon, la réussite d'Amazon a été fondé sur son effort à éviter les impôts. Et ça a continué à travers les années. Amazon a eu cette formidable lutte contre les librairies, par exemple. Les librairies
devait imposer une taxe de 6, 7, 8% aux clients. Amazon n'avait pas à le faire. Et donc, ils avaient un avantage compétitif de prix. Mais ce jeu d'imposition a continué à travers les années sous des formes différentes. Amazon au niveau fédéral, national, donc Amazon a une grosse réussite en évitant les impôts au point où il y a 2 ans, l'entreprise a payé $0 en taxes nationales, même en ayant eu une année énorme de bénéfices. Et Amazon sait que son plus grand rival, c'est pas une autre entreprise, mais c'est en fait le gouvernement fédéral et la menace d'intervention du gouvernement. Il voulait avoir une présence amicale à Washington. Voilà, c'est aussi ça, Philippe Moretti, le modèle économique Amazon s'est anticipé sur beaucoup de points, comme celui des taxes éventuellement à payer, de la fiscalité et des failles dans lesquelles s'engouffrer. Hein. Oui, évidemment. J'ai pas envie de défendre Amazon, bien évidemment, mais c'est une réalité incontestable, qui est en train d'ailleurs d'être partiellement corrigée. Mais quand on dit ça, on s'affranchit d'imputer la réussite d'Amazon aussi à des manœuvres stratégiques extrêmement pertinentes, que ses concurrents n'ont pas su mener. Donc c'est un peu facile, si vous voulez, de dire il est devenu leader parce qu'il a triché. Il est devenu aussi leader parce qu'il a réussi une succession d'innovations que ses concurrents n'ont pas été capables de mettre en place. Alors j'en citais quelques-unes. D'abord, le logo d'Amazon, c'est un sourire, ça ne vous a pas échappé. Et donc, dans la culture que Jeff Bezos a voulu donner à l'entreprise, il y a la satisfaction du client. Je n'ai pas dit du citoyen. Et effectivement, c'est la priorité absolue. Vous avez un problème avec Amazon, il est systématiquement résolu. Les délais de livraison sont courts et respectés. Enfin bref, sur le plan de l'expérience client, comme disent les spécialistes du marketing, Amazon est inégalé. Les autres courent derrière, si vous voulez. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de la place de marché. C'est un coup de génie. D'autres auraient pu l'inventer. Les hypermarchés, si on y réfléchit bien, sont une place de marché. La rentabilité d'un hypermarché, elle se fait en partie sur le dos des consommateurs avec ce qu'on appelle la marge avant, l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, mais ça se fait aussi et surtout avec les fournisseurs à travers la marge arrière. Donc en réalité, le travail d'un hypermarché, c'est de faire venir des gens dans ces magasins pour ensuite faire payer aux fournisseurs la capacité de vendre des choses à ces consommateurs. Donc en réalité, le modèle est très proche de la place de marché numérique. Simplement, nos distributeurs n'ont pas inventé la place de marché et ils ont mis beaucoup de temps à le faire. D'ailleurs, si on regarde attentivement, la plupart des distributeurs français ont lancé leur place de marché en 2020-2021. Oui, 20 ans après l'invention du concept. On pourrait parler aussi de l'abonnement Prime inventé par Amazon, qui est formidable moyen de fidéliser les clients. La plupart des clients Prime qui s'abonnent une fois restent clients. Et évidemment, une fois qu'on a payé, chez nous c'est 49 €, c'est beaucoup plus aux États-Unis, on a envie d'amortir son investissement en quelque sorte et on se met à acheter systématiquement chez Amazon. Donc tout ça, malgré tout, ce sont des manœuvres stratégiques extrêmement audacieuses et qui se sont révélées pertinentes. Il n'empêche qu'effectivement, le fait que l'entreprise ne paye pas ses impôts, ça permet d'engranger des profits qui vont être investis. Au passage, Amazon n'a jamais distribué de dividendes. Donc tout son argent a été réinvesti. Pendant des années, Amazon a été déficitaire et a continué à investir son argent pour consolider son modèle. C'est un capitalisme, comment dire, le mot m'échappe, qui n'est pas trop pressé, qui construit dans la durée, là où certains de nos distributeurs sont à la recherche du profit immédiat. Ouais. Voilà. Donc, voilà, il y a des sombres dans le modèle d'Amazon, mais ceux qui courent derrière aujourd'hui ont oublié qu'effectivement, ils ont peut-être manqué de clairvoyance et de capacité d'innovation. Ça va quand même extrêmement vite. Certes, Amazon a pris son temps et a investi pour continuer à être de plus en plus performant, mais ça va quand même extrêmement vite, cette révolution. Et du coup, on a l'impression que les États, pour essayer de réguler tout ça, sont à la traîne, de la même manière que les concurrents le sont aussi, à essayer de rattraper un modèle comme celui d'Amazon, qui est en phase d'hégémonisme, en train de devenir un acteur totalement dominant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que font les États pour essayer quand même de protéger les secteurs concernés? Ce qui est frappant, en tout cas pour ce qui est des États européens et notamment de la France, c'est qu'on est dans une posture défensive.
défensive. C'est-à-dire qu'on essaye de réprimer les abus de position dominante, on essaye de faire payer les impôts lorsque les impôts ne sont pas payés, à juste titre. Hein. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas réellement eu d'approche offensive, de se dire, mais diantre, le monde du e-commerce est en train de basculer entre les mains d'une poignée d'acteurs mondiaux. Pour ne pas dire presque un duopole. On s'achemine vers une situation de duopole où entre Amazon et Alibaba, l'essentiel serait entre les mains de ces entreprises tentaculaires. Parce que là, on parle du e-commerce, mais ils sont également de plus en plus présents sur le commerce physique, en magasin, alors pas en France, mais aux États-Unis, pour Amazon, aux États-Unis, et ça commence en Grande-Bretagne, qui est son laboratoire européen. Hein. En Chine, Alibaba ouvre des magasins alimentaires, non alimentaires, des centres commerciaux. Donc leur ambition dépasse de beaucoup le e-commerce et s'étend à l'ensemble du commerce, et au-delà du commerce, à quasiment tous les aspects de la consommation. Il n'a pas échappé que Amazon est désormais un producteur de contenu audiovisuel, produit des fictions, les diffuse sur sa plateforme de streaming, il est sur les jeux vidéo, etc. etc. Donc, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on n'a pas réussi en Europe, et particulièrement en France, à faire émerger de véritables challengers capables de s'opposer à ces leaders mondiaux pour lesquels la France, c'est un petit marché. Hein. Et ils sont assis sur une mine d'or qui sont nos données, parce que quand sûr. même, ils les collectent, il y a une mainmise sur les données et une dépendance qui se crée chez les utilisateurs avec ces monopoles. Vous parlez d'un risque d'apparition d'un collier digital qui enserre de plus en plus fermement les personnes. Oui, c'est mon collègue Christophe Benavent qui a trouvé cette jolie formule. Effectivement, c'est d'ailleurs l'un des ressorts de leur force. C'est-à-dire qu'à mesure que ces plateformes grandissent, grossissent, eh bien, elles captent de plus en plus d'informations. Et quand ensuite ces acteurs se diversifient vers d'autres secteurs d'activité, la lecture, le cinéma, la musique, etc., ça leur donne une vision mais panoramique des comportements et des attentes des consommateurs. Là où nos distributeurs dans l'alimentaire en sont un peu, je vais être un peu méchant, hein, en sont encore à collecter des tickets de caisse et à essayer de les appareiller avec des cartes de fidélité, si vous voulez, quoi. Donc effectivement, leur force repose dans la capacité à maîtriser de la donnée. Et plus ils mobilisent la donnée sur des domaines différents, plus on devient quelque part transparent à leurs yeux, et ils gagnent en efficacité dans leur capacité à nous séduire et à nous satisfaire. Donc en fait, c'est un collier qui nous enferme dans une relation, mais sur un mode volontaire, c'est ça le pire. Nous sommes soumis volontairement par la pertinence de l'approche que ces acteurs ont de nos envies et de nos besoins. Et en même temps, le collier se resserre et on se rend compte un jour qu'il est bien difficile de trouver des alternatives. Bon, on va chercher quand même du côté des alternatives, ou en tout cas des contre-offensives, des répliques, avec l'exemple de Cdiscount. Le principe, c'est quoi? Aujourd'hui, nos clients sont majoritairement français. On a permis à nos partenaires, aux PME, à vendre en France. Et l'objectif, c'est de leur permettre de vendre à l'international. Donc, on a monté une alliance avec 4 sites majeurs dans chacun de leurs pays. En Allemagne, en Roumanie, en Italie, et la France comme 4e pays. 4 très gros marchés qui vont permettre aux PME et à nos partenaires, en un clic, d'aller vendre en Allemagne, d'aller vendre en Roumanie ou d'aller vendre en Italie. Et les 4 pays cumulés, ça fait 230 millions de personnes. Donc en fait, ça quadruple le marché français. J'insiste sur le un clic, c'est-à-dire je veux aller vendre en Allemagne, je veux au choix, je veux aller vendre en Roumanie ou en Italie, et vice-versa pour certaines PME allemandes ou italiennes, et je pourrai aller poster mes produits dans ces pays-là. Pour un produit ou pour 100 000 produits, certains ont un produit, certains ont plusieurs centaines de milliers de produits, et on ira exporter automatiquement, parce qu'on a mis beaucoup de technologie, ces produits, sur les plateformes partenaires. On ne se définit pas par rapport à Amazon. On a une stratégie qui est la nôtre. On est le principal concurrent en France et en Europe. Donc c'est une réalité. Après, on déploie une stratégie qui nous est propre, qui est unique. Avoir créé une alliance de ce type-là, c'est une alliance qui est unique aujourd'hui en Europe. Voilà, alors vous parlez, vous, de géants au pied d'argile, Philippe Moati, dans ce livre, la plateformisation de la consommation. Est-ce que là, on est face à un cas de David contre Goliath? Est-ce qu'il y a quand même une bonne initiative qui peut, non pas faire s'effondrer tout à coup le système et l'emprise de ces géants sur notre consommation, mais en tout cas interroger ce modèle et peut-être créer une solution ou des solutions alternatives? Écoutez, effectivement, il y a des tentatives d'essayer de s'opposer à ces dynamiques que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, disons que c'est une tentative comme celle que vient de nous décrire ce responsable de Cdiscount que vous prenez au sérieux ou qui vous font un peu sourire?
je ne voudrais pas être désagréable, je pense que c'est insuffisant. Amazon en France, c'est à peu près 20% de part de marché e-commerce, hors alimentaire. Cdiscount, numéro 2, est à 8%. Et quand on regarde la dynamique, alors je mets de côté ce qui s'est passé depuis la crise sanitaire, qui a un peu bouleversé et nous met dans un contexte non ordinaire, quoi. Mais si on regarde les années passées, Amazon a pris des parts de marché chaque année. Ces challengers ont eu plutôt tendance à en perdre ou au mieux à peu près à se maintenir. Donc c'est très 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 dur de lutter contre ce rouleau compresseur. Aux États-Unis, c'est bien pire. Amazon fait 40% du marché du e-commerce. Le numéro 2 pendant longtemps a été eBay. eBay n'a pas cessé de reculer. Il a laissé sa place de numéro 2 à Walmart qui est à 7%. Vous voyez l'écart entre le premier à 40%, le second à 7%. Et Walmart arrive à progresser, à prendre des dixièmes de points chaque année, mais au prix d'un effort considérable. Ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, rattraper le leader sur le concept de place de marché généraliste, comme les Amazon qui traitent donc tous les univers de consommation, ça demande une énergie énorme pour remonter la pente. Alors, l'une des manières d'y parvenir, c'est de s'allier à d'autres. De se dire que tout seul, on n'y arrivera pas. Il faut faire masse. Il faut faire masse notamment des vendeurs, du nombre de vendeurs, parce que ça va déterminer aussi l'importance du nombre de clients. Et donc, en s'associant avec d'autres à l'échelle européenne, on peut peut-être arriver à se rapprocher d'une masse critique qui permet d'éviter de se faire marginaliser. Donc, c'est la démarche de ces discounts ici. Mais en réalité, c'est une alliance à 5 simplement. Et les 4 autres ne sont pas des poids lourds de la distribution. Donc je doute qu'on atteigne une masse suffisante. Je pense que l'effort qu'il faut fournir pour y arriver est beaucoup plus important que ça. En une phrase, pourquoi il faudrait faire masse? Pourquoi il faut essayer de contrer ce quasi-monopole? Parce que c'est une affaire de souveraineté. Se dire qu'une part aussi importante de la consommation, surtout si après le e-commerce, on s'attaque au commerce physique, soit entre les mains d'un tout petit nombre d'acteurs dont aucun n'est européen, c'est problématique. Rappelez-vous que notre ministre de l'économie s'est opposé au rachat de Carrefour par Couche-Tard, une entreprise bien sous tout rapport, canadienne. Donc vous imaginez si des pans entiers de la consommation basculent entre les mains d'un tout petit nombre d'acteurs étrangers, ça nous pose un vrai problème de souveraineté économique et culturelle, parce que ça véhicule aussi des visions du monde, des modèles de comportement, tout ça. Alors, surtout lorsqu'on dépasse le e-commerce au sens étroit du terme. Donc, il me semble important d'organiser une réplique, ne serait-ce que pour assurer une certaine indépendance dans l'accès au marché pour les industriels qui ont quelque chose à vendre aux consommateurs, qui ne soient pas obligés de passer par les fourches codines de ces grands acteurs mondiaux. Voilà, de l'urgence de développer des alternatives. Et vous y réfléchissez, Philippe Moati, dans ce livre, la plateformisation de la consommation. Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon? C'est pour ça que ça fait partie de la collection Le Débat chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir ouvert cette semaine. Émission préparée et programmée par Lucas Bretonnier avec Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Laura Dutèche-Pérez. Merci beaucoup à Hosanna Chauvin et à Marie Fraboulet pour leur aide précieuse. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Dimitri Paz à la technique.